tous et bienvenue dans Chine France le journal, votre émission quotidienne d'information sur la Chine en français sur Mandarin TV. Sans transition, voici les titres de l'actualité. Le Zimbabwe reçoit son deuxième lot de vaccins chinois. Une cargaison est arrivée mardi à l'aéroport international Robert Gabriel Mugabe. Le président Xi Jinping souhaite un partenariat plus étroit entre la Chine et Trinité et Tobago, un souhait formulé lors d'une conversation téléphonique avec le Premier ministre trinidadien Kate Rowley. Wang Yi rencontre le secrétaire d'État américain Anthony Blinken en Alaska. Le chef de l'ONU, Antonio Guterres, espère un résultat positif. Beidou autorisé à facturer des passagers de robotaxi en Chine, c'est une première pour la grande entreprise d'intelligence artificielle du pays. Pourquoi Renault arrête ses ventes en Chine? La marque aux losanges se retire 5 ans après le début de la production du premier Koleos. En Chine, l'ouverture d'un hôtel exhibant des ours polaires en captivité fait polémique. Certaines associations de protection des animaux se mobilisent pour sa fermeture. Et on commence ce journal avec la livraison de vaccins chinois au Zimbabwe. En effet, une cargaison est arrivée mardi à l'aéroport international Robert Gabriel Mugabe. Cette aide va permettre au pays africain de démarrer la deuxième phase de son programme de vaccination. Le Zimbabwe a reçu mardi un second lot de vaccins contre le Covid-19 de Sinopharm donné par la Chine. Le président zimbabwéen Emmerson M. Mnangagwa, le vice-président et ministre de la Santé Constantino Chiwenga, ainsi que l'ambassadeur de Chine au Zimbabwe Guo Shouchun et d'autres ont accueilli à l'aéroport international Robert Gabriel Mugabe l'avion affrété d'Air Zimbabwe avec les vaccins à son bord. L'avion transportait également un autre lot de vaccins pour le gouvernement de Namibie, où ils seront utilisés pour lancer le programme de vaccination du pays. Le président zimbabwéen a déclaré dans un discours que ce don marquait une nouvelle étape dans la consolidation des relations bilatérales et de la coopération entre le Zimbabwe et la Chine. Nous restons reconnaissants à la Chine pour son soutien au programme zimbabwéen de lutte contre le Covid-19. Cela comprend la fourniture en temps opportun d'une expertise épidémiologique et d'équipements de protection individuelle, entre autres, a-t-il indiqué. De son côté, Guo Shouchun a réaffirmé l'amitié de la Chine envers le Zimbabwe, ajoutant que la Chine était un pays pionnier engagé dans la promotion de la coopération internationale en matière de vaccins. La Chine est un ardent défenseur de la distribution équitable des vaccins. Nous avons rejoint l'initiative COVAX dans le cadre dans laquelle la Chine s'est initialement engagée à fournir 10 millions de doses pour une utilisation d'urgence dans les pays en développement, a-t-il expliqué. Cette nouvelle livraison de vaccins permettra au Zimbabwe de démarrer la deuxième phase de son programme de vaccination. Et toujours dans l'actualité internationale, Xi Jinping s'est entretenu avec son homologue trinidadien. À cette occasion, le président chinois a déclaré vouloir renforcer le partenariat entre la Chine et l'île de Trinité et Tobago. De son côté, le président Kate Rowley a remercié la Chine pour son aide durant cette pandémie. Le président chinois Xi Jinping a déclaré mardi que la Chine était disposée à travailler avec Trinité et Tobago pour élever leur partenariat global de coopération. Lors de cette conversation téléphonique avec le Premier ministre trinidadien Kate Rowley, Xi Jinping a déclaré que la Chine était prête à faire des efforts conjoints avec le pays des Caraïbes en vue d'approfondir leur amitié traditionnelle, de consolider leur coopération dans des domaines tels que l'énergie, les télécommunications, les infrastructures et d'explorer activement la collaboration dans les énergies nouvelles ou encore l'économie numérique, notant que Trinité et Tobago étaient un partenaire important de la Chine dans la région des Caraïbes. Il a également souligné que depuis l'apparition de l'épidémie de Covid-19, les deux parties s'étaient entraidées dans les moments d'adversité. Ainsi, a-t-il rappelé, Trinité et Tobago est le premier des pays d'Amérique latine et des Caraïbes à faire don de matériel contre le Covid-19 à la Chine, et la Chine a également fourni du matériel anti-épidémique et une assistance technique à Trinité et Tobago. La Chine est également disposée à renforcer la coopération en matière de vaccins avec Trinité et Tobago et à continuer de soutenir le pays dans sa lutte contre l'épidémie. Cette année marque le 50e anniversaire de la restauration du siège légitime de la République populaire de Chine au sein de l'ONU, et la Chine n'oubliera jamais le précieux soutien de Trinité et Tobago, a déclaré Xi Jinping. Le président chinois a également salué le soutien de Trinité et Tobago aux positions légitimes
légitime de la Chine sur les questions liées à Hong Kong, au Xinjiang et à Taïwan. De son côté, Kate Rowley a adressé ses félicitations pour le 100e anniversaire de la fondation du Parti communiste chinois, soulignant les grandes réalisations du peuple chinois obtenues sous la direction du Parti communiste chinois, dans des domaines tels que l'économie, les sciences et technologies et la lutte contre la pauvreté. Sous la direction du président Xi Jinping, la Chine a pris la tête de la lutte contre l'épidémie de Covid-19 avec succès, et dans le même temps, elle a aussi apporté une aide et un soutien précieux au développement économique et social d'autres pays, jouant un rôle de premier plan dans la lutte mondiale contre la pandémie, a-t-il ajouté. Notant également que Trinité et Tobago développaient ses relations avec la Chine sur la base de l'égalité et de l'amitié. Il a déclaré que son pays respectait fermement le principe d'une seule Chine et s'efforçait d'intensifier la coopération avec la Chine dans divers domaines et de maintenir une communication étroite sur les affaires régionales. Demain, le conseiller d'État chinois et ministre des Affaires étrangères, Wang Yi, rencontre son homologue américain Anthony Blinken en Alaska. Une rencontre attendue après plusieurs semaines de tensions et particulièrement à l'ONU où son secrétaire général Antonio Guterres espère un résultat positif. Le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, Antonio Gutiérrez, espère un résultat positif de la réunion entre les États-Unis et la Chine en Alaska. C'est ce qu'a déclaré mardi son porte-parole Stéphane Dujarric. Interrogé sur les espoirs du chef de l'ONU pour la réunion prévue jeudi et vendredi à Anchorage en Alaska, Stéphane Dujarric a déclaré « Nous espérons un résultat positif. Nous espérons que la Chine et les États-Unis pourront trouver des moyens de collaborer sur des questions essentielles, notamment sur le changement climatique et la reconstruction du monde post-Covid. Nous comprenons parfaitement qu'il existe des tensions et des questions en suspens entre les deux pays, mais ils devraient également tous deux trouver des moyens de coopérer sur les plus grands défis mondiaux qui se présentent à nous, a-t-il déclaré. Yang Jiechi, membre du bureau politique du comité central du Parti communiste chinois et directeur du bureau de la commission des affaires étrangères du comité central du PCC, et le conseiller d'État chinois et ministre des Affaires étrangères Wang Yi rencontreront le secrétaire d'État américain Anthony Blinken et le conseiller à la sécurité nationale des États-Unis Jake Sullivan. Et d'ailleurs, les principaux diplomates et chefs de la défense du Japon et des États-Unis ont tenu des entretiens à Tokyo. Durant cette réunion, ils ont abordé la rencontre entre Wang Yi et Anthony Blinken, comme nous vous l'expliquons dans ce sujet. Les principaux diplomates et chefs de la défense du Japon et des États-Unis ont tenu des entretiens à Tokyo. Cette réunion intervient avant la tenue des pourparlers de haut niveau entre des responsables chinois et américains en Alaska ce jeudi 18 mars. Rencontrer des partenaires proches en Asie et réaffirmer leur engagement envers les alliés traditionnels. Selon Anthony Blinken, le secrétaire d'État américain, nous continuerons de travailler ensemble pour les questions de sécurité, comme la dénucléarisation de la Corée du Nord et la sécurité maritime. Et nous défendrons nos valeurs démocratiques communes, car nous savons que la démocratie et les droits de l'homme sont des éléments fondamentaux de toute région stable et sûre. Selon Nobuo Kishi, ministre japonais de la Défense, l'environnement sécuritaire devient de plus en plus sévère. Il est donc nécessaire pour nous de rendre l'alliance entre le Japon et les États-Unis encore plus forte. La Chine appelle le Japon et les États-Unis à mener leur coopération dans l'intérêt de l'ensemble de la région. Selon Zhao Linjiang, porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, nous espérons que les échanges et la coopération entre les États-Unis et le Japon contribueraient à renforcer la compréhension et la confiance mutuelle, ainsi que l'unité et la coopération entre les pays de la région. Elle devrait contribuer à la paix et à la stabilité en Asie-Pacifique, au lieu de cibler et de porter atteinte aux intérêts d'un tiers. La semaine dernière, la Chine a de nouveau rejeté les allégations selon lesquelles elle suivait des politiques expansionnistes dans la région et a appelé au dialogue avec le Japon sur les différends maritimes. Nous espérons que le Japon honorera l'esprit de son accord de principe en 4 points avec la Chine, coopérera avec la Chine et mettra fin aux paroles et aux actes qui pourraient conduire à une situation plus compliquée, a affirmé Zhao Linjiang. Jeudi, la délégation américaine rencontrera de hauts responsables chinois, Yang Jiechi, directeur du bureau de la Commission centrale pour les affaires étrangères, ainsi que Wang Yi, conseiller d'État et ministre des Affaires étrangères. Tous les deux discuteront d'un éventail de questions, y compris le commerce et d'autres questions de désaccord avec Anthony Blinken.
Au cours de la période du 14e plan quinquennal de 2021-2025, la Chine souhaite renforcer ses chaînes industrielles d'approvisionnement. L'objectif, stimuler le développement du secteur manufacturier et développer les industries stratégiques et émergentes. La transformation de la production manufacturière repose sur des chaînes d'approvisionnement fortes. L'objectif de la Chine de renforcer ses chaînes industrielles et d'approvisionnement au cours de la période du 14e plan quinquennal permettra de stimuler le développement de haute qualité du secteur manufacturier et de développer les industries stratégiques et émergentes. C'est ce qu'ont déclaré lundi des experts chinois. Dans les grandes lignes de son 14e plan quinquennal pour le développement économique et social national ainsi que ses objectifs à long terme à l'horizon 2035, la Chine, avec Xi Jinping, a annoncé qu'elle s'efforcerait de renforcer ses fondations industrielles, de moderniser sa chaîne industrielle et de stabiliser la part du secteur manufacturier dans le PIB. Le secteur manufacturier de la Chine fait face à des défis, alors que la chaîne industrielle et d'approvisionnement mondiale sont en train d'être reconstituées du fait de la pandémie de Covid-19 et des incertitudes commerciales, fait remarquer Wang Kongqi, le directeur de l'Institut d'économie de l'Académie des sciences sociales de Chine. Selon lui, la nation présente des lacunes dans de nombreux domaines cruciaux comme les composants essentiels et les matières premières clés, mettant l'accent sur l'économie réelle et notamment les problèmes auxquels est confronté le secteur manufacturier. Alors que la part du secteur manufacturier dans le PIB a progressivement décliné depuis 2015, les grandes lignes du 14e plan quinquennal stipulent que la Chine accordera plus d'importance au renforcement des fondations de l'économie réelle, ainsi qu'à sa transformation en puissance manufacturière sur les 5 prochaines années. Aujourd'hui, le secteur manufacturier représente environ 27% du PIB national, précise Wang Kongqi. Miao Wei, le directeur adjoint du comité des affaires économiques du 13e comité national de la conférence consultative politique du peuple chinois, a récemment affirmé qu'un déclin notable de la production manufacturière dans le PIB risquait d'entraîner une baisse du PIB et d'affecter l'emploi urbain, mais également de générer des risques potentiels en matière de sécurité industrielle et d'affaiblir les capacités de prévention des risques ainsi que la compétitivité internationale du pays. Elle va devenir la première entreprise en Chine à pouvoir facturer aux passagers des services de taxi à conduite autonome. La plus grande entreprise d'intelligence artificielle du pays a reçu une autorisation des autorités de Guangzhou dans la province du Hebei au nord de la Chine. Une flotte de 35 véhicules a désormais le droit de déployer des démonstrations de services de transport intelligents et d'explorer divers mécanismes de facturation des clients. C'est ce qu'a déclaré Beidou dans un communiqué publié le 16 mars. Guangzhou est la première ville de Chine à annoncer des politiques permettant aux entreprises du secteur de la conduite autonome de facturer des passagers, ce qui, selon Beidou, est un jalon dans le développement de la technologie dans le pays. Beidou a lancé son service de robotaxi appelé Apologo dans le centre-ville de Guangzhou en août 2020, permettant aux gens de réserver une course en robotaxi gratuite via leur smartphone. Outre le Guangzhou, le service de robotaxi de Beidou est disponible à Beijing, à Changsha, capitale de la province du Hunan au centre de la Chine. La société a annoncé son intention de s'étendre à 30 villes au cours des 3 prochaines années. Beidou a également obtenu des autorisations de la ville de Guangzhou pour tester 10 véhicules sans conducteur. Pour obtenir les qualifications de Guangzhou, les entreprises doivent effectuer 50 000 km d'essais locaux sur route ouverte, accompagnés de chauffeurs de sécurité sans aucun accident. La société a reçu les mêmes autorisations de Changsha et de Beijing en septembre et décembre 2020 respectivement. Elle a également été autorisée à procéder à des tests sans conducteur en Californie aux États-Unis. Beidou investit dans la conduite autonome depuis 2013. Son service Apologo est la première plateforme ouverte au monde pour la conduite autonome, avec plus de 210 partenaires, 55 000 développeurs mondiaux et 700 000 lignes de code open source. À ce jour, la flotte Apologo de Beidou est passée à 500 véhicules et a effectué des tests sur route ouverte dans près de 30 villes à travers le monde, totalisant plus de 7 millions de kilomètres. En Chine, Apologo a obtenu 214 permis de conduire autonomes, dont 161 pour le transport.
Et toujours dans le domaine automobile, Renault a décidé d'arrêter ses ventes en Chine. La marque aux losanges se retire totalement du premier marché automobile mondial, 5 ans après le début de la production du premier Koleos. La Chine était pourtant l'un des projets industriels phares de l'époque Ghosn, l'ex-PDG de la firme. Les explications dans ce sujet. Renault cesse toute commercialisation de voitures sous sa marque en Chine. Même la Renault KZE, la mini électrique lancée en 2019, est désormais vendue sous une marque de Dongfeng Venucia, l'ex-partenaire local de la firme aux losanges dans l'ex-empire du milieu. Renault jette donc l'éponge, le français ne sera plus présent qu'au travers de Jinbei et Huangsong, deux labels de véhicules utilitaires chinois. Le groupe Renault n'avait, il est vrai, vendu en 2020 que 156 300 véhicules en Chine, dont 154 000 Jinbei, y compris quelques Huangsong. La Chine était pourtant l'un des projets industriels phares de l'époque. Carlos Ghosn, ex-PDG de la firme. À la mi-avril 2020, Renault avait annoncé la fin de sa co-entreprise Dongfeng Renault Automotive Company, créée en 2013. Celle-ci cessera ses activités liées à la marque Renault, indiquait alors le constructeur tricolore dans un communiqué. Fini l'usine de Wuhan qui compte 2000 personnes et la production des SUV Kadjar, Koleos et Captur, lesquels venaient à peine de démarrer. Et en Chine, l'ouverture d'un hôtel exposant des ours polaires en captivité suscite une vive polémique dans le pays. L'établissement propose aux clients de réserver des chambres avec vue sur des ours polaires se promenant dans la neige artificielle. Plusieurs associations de protection des animaux s'opposent à ce projet. Ce sont des images qui suscitent l'indignation de nombreuses associations de défense des animaux. Un hôtel récemment construit à Harbin, capitale d'une province frontalière avec la Sibérie russe au nord-est du pays, exhibe des ours polaires pour le seul plaisir de ses clients. Dans cette région, les hivers sont rudes avec des températures pouvant atteindre les moins 20 degrés Celsius. Les larges fenêtres en verre des chambres de l'hôtel permettent aux clients d'avoir une vue panoramique sur les ours installés dans un patio central. Une vidéo montre les grands mammifères considérés comme une espèce menacée dans le monde entier, photographiés par de nombreux visiteurs sous une forte lumière artificielle. Sur les réseaux sociaux chinois, la plupart des internautes se disent mal à l'aise face à cet hôtel ouvert dans le parc polaire de Harbin, un parc d'attractions de la ville, une prison panoramique pour les ours polaires. On n'a donc rien appris en matière de cruauté envers les animaux, estimait par exemple un utilisateur du réseau social. Les lacunes de la loi chinoise en matière de protection de la faune permettent à certaines entreprises d'exploiter les animaux sans se soucier de leur bien-être, explique notamment un porte-parole de l'association Réseau chinois de protection des animaux. C'est la fin de notre journal. Merci à tous de nous avoir suivis. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube et de cliquer sur la petite cloche en bas à droite de notre vidéo pour ne rien rater des dernières vidéos de Mandarin TV. Très belle journée ou très belle soirée sur Mandarin TV.